Alors c'est un projet de recherche qui s'interroge sur les évolutions des dernières décennies de l'État malien et en particulier ce qui a mené à la situation actuelle, c'est-à-dire un État particulièrement fragile avec un recul de son administration sur le territoire. Le Mali est aujourd'hui depuis 2012, depuis une dizaine d'années maintenant, traversé par une guerre civile qui oppose des groupes armés dans le nord, le centre du pays et plus récemment le sud du pays, à une intervention française et un régime à Bamako qui essaye de maintenir son autorité sur le territoire. Et quelque part, le projet de recherche qu'on mène avec un collègue, Gilles Noron-Soro, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, consiste à étudier les administrations, les institutions de cet État malien, à essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené un État qui était considéré dans les années 90 et 2000 comme l'un des pays où quelque part la coopération internationale se passait au mieux, être aujourd'hui un des États en déshérence, où on a une société aujourd'hui déchirée par la guerre. On a beaucoup expliqué la guerre au Mali à travers un élément fondamental de ce conflit, c'est-à-dire les relations entre le nord du pays et le sud du pays, la revendication séparatiste par le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui a déclenché la guerre en 2012, en prenant les armes contre l'État. Cette guerre a pris l'ampleur qu'elle a pris parce que les différents mouvements séparatistes et islamistes qui ont composé l'insurrection en 2012 ont pu avancer dans le pays, provoquant un effondrement quasi immédiat de l'armée malienne, de cet État malien, montrant à quel point son fonctionnement était devenu un véritable château de cartes, à quel point son autorité était fragile. Pour le dire autrement, notre projet il repose sur l'idée que la fragilisation des institutions, elle n'est pas le résultat de la guerre, elle la précède. C'est dans les décennies précédentes, à partir des années 80, à partir d'une série de phénomènes et de processus qui sont assez complexes à étudier les uns par rapport aux autres parce que c'est plusieurs causalités. Les politiques d'ajustement structurel du FMI dans les années 80 ont joué un rôle très important, d'autant que le Mali avait comme instruction à l'époque de simplement réduire son budget de 25%, de réduire sa masse salariale notamment de 25%, proposant dans une absence totale de stratégie des primes au départ, compris principalement les enseignants et donc le secteur de l'éducation qui s'est retrouvé un des secteurs les plus affectés par les réductions budgétaires. Un moment aussi où la démocratisation a eu pour effet une vie politique extrêmement riche, une vie avec une multiplication des partis, mais également une démocratisation de la corruption, une démocratisation du clientélisme politique. Enfin, et dernier élément probablement essentiel pour comprendre cette histoire, une élite économique qui est dans une logique de quasi-pillage, de détournement des ressources au point de produire un effondrement de l'État dont dépend pourtant la continuation de leurs profits. Une élite qui vraiment s'est enrichie aux dépens du reste de la société, dont les enfants étudient en dehors du Mali et qui est de plus en plus détachée des préoccupations quotidiennes du reste de la société. La communauté internationale et surtout les agences occidentales de développement ont une responsabilité centrale dans cette histoire. La manière dont l'aide a été faite au Mali a joué un rôle essentiel dans la déstructuration des liens entre les différentes institutions. La manière dont l'aide au développement fonctionne aujourd'hui a deux écueils centraux qu'on observe lorsqu'on travaille sur les conflits armés, c'est-à-dire une non-coordination de l'aide internationale, des agences qui travaillent chacune de leur côté, qui définissent leurs priorités selon des priorités qui sont dans leur capitale respective, qui sont des priorités nationales. Et enfin, un deuxième écueil qui vient d'une privatisation de plus en plus forte de l'aide au développement. On a tendance à regarder naïvement l'aide au développement comme des agences étatiques articulées à des ONG. Or, les acteurs qui deviennent les plus importants aujourd'hui sont des entreprises privées. Or, ces entreprises ne connaissent généralement pas les sociétés dans lesquelles ils agissent. Ils sont responsables des faits pervers, parce que ce sont des entreprises qui cherchent d'abord à faire un profit. Elles sont quelque part l'une des difficultés à penser le rôle des acteurs internationaux dans la réforme des institutions maliennes, c'est qu'elles sont en grande partie responsables de la situation actuelle. Le premier conflit sur lequel j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé en fait sur l'Érythrée. J'ai travaillé d'abord sur les conditions de la guerre des années 60 à 80, mais j'ai surtout fait un travail de sociologie historique sur, si vous voulez, les origines du nationalisme, pas tellement en termes idéologiques, mais en termes de base sociale, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de courants dans la société d'alors de l'Érythrée. Et ça a été quelque chose de très intéressant et vraiment extrêmement formateur, parce que ce qu'on trouvait, c'était que l'Érythrée est un pays qui représente 2 ou 3 départements français, mais en fait, on retrouvait des dynamiques régionales extrêmement puissantes et même internationales, puisqu'il y avait la guerre froide, mais surtout régionales extrêmement puissantes, qui renvoyaient à la fois, si vous voulez, à des migrations guerrières et à des guerres du 19e siècle,
à des problèmes fonciers extrêmement complexes qui justifiaient par exemple de grandes dynamiques de conversion religieuse et qui, pour l'économie politique du conflit, exigeaient de regarder ce que faisaient les mouvements armés, pas simplement dans une logique de guerre froide, mais également dans une logique de construction de liens avec des petits États. Je pense notamment au Qatar, aux Émirats arabes unis, au Koweït, je parle des années 60, 70, 80, qui déjà à cette époque-là avaient le sentiment qu'ils étaient assez peu considérés par la communauté internationale de façon générale et par les grands États de la région, en particulier que ce soit l'Iran ou l'Arabie saoudite. Et donc c'était un apprentissage, si vous voulez, qui a été pour moi extrêmement formateur. Il y avait à la fois une dimension de sociologie historique très forte et qui était passionnante, et puis de l'autre côté, il y avait quand même cette réalité d'une Afrique qui est extrêmement globalisée et qui finalement entretient des liens avec de multiples acteurs internationaux, quand bien même ces liens restent à un niveau relativement informel. Il y a eu des périodes de grandes campagnes pour dire que la mer Rouge devait être un lac arabe, ce qui, dans le contexte de l'époque, avait deux significations. La première, c'était on ne voulait pas les Russes, et deuxièmement, on ne voulait pas Israël. Tout ça a semblé un peu s'évanouir comme l'Union soviétique dans les années 90 et 2000. Et puis il y a Poutine, et là, pour ce qui nous occupe, il y a eu la guerre au Yémen, et puis très rapidement, en juin 2017, la crise avec le Qatar, qui ont considérablement aiguisé les compétitions régionales et eu un impact tout à fait négatif, il faut le dire, sur ce qui s'est passé dans un certain nombre de conflits dans la Corne de l'Afrique. J'ai beaucoup écrit là-dessus dans le cas de la Somalie, mais c'est au-delà de la Somalie, on le voit sur l'Éthiopie aujourd'hui, on le voit mezza voce sur le Soudan, et puis surtout sur la Libye. Je travaille sur des pays d'Afrique, mais c'est vrai que dans mon travail, je passe énormément de temps à suivre bien d'autres choses. J'aurais pu parler de la Chine, qui a quand même validé au Soudan sa nouvelle politique africaine. J'aurais pu parler de la Russie, puisque je travaille aujourd'hui sur la RCA, où on voit comment les Russes ont transformé la RCA en espèce de laboratoire d'une certaine politique africaine. Sciences Po.